Beaucoup de gens se sentent perdus actuellement, a déploré la commission épiscopale Justice et Paix. Tous les secteurs font face à des urgences en raison de l'absence d'une politique bien structurée, comme le secteur de l'énergie. La vie est un vrai combat quand les responsables ne sont pas prêts à faire face à leurs droits, selon la commission. Les 4 des députés sont-ils offerts ou retirés des indemnités dont ils devraient bénéficier? Telle est la question qui préoccupe les observateurs. À l'heure actuelle, il n'y a aucune transparence concernant ces véhicules. Les députés et les dirigeants devraient fournir des éclaircissements sur ce sujet. De nombreux départements ministériels ont bénéficié de milliardages d'allocations, mais à ce jour, aucun secteur ne semble prospérer ni produire des résultats tangibles pour le développement des citoyens et du pays. Au contraire, la situation s'est détériorée, tous les secteurs font face à des urgences et tous les indicateurs sont au rouge en raison de l'absence d'une politique bien structurée et d'un planning clair. En conséquence, les problèmes du pays s'intensifient. L'électricité est un exemple parmi tant d'autres. Elle pose problème depuis de nombreuses années et la situation ne fait qu'empirer. Les habitants qui vivent dans l'obscurité en ont assez et ont exprimé leur mécontentement, comme à Ambouipou la nuit dernière. Les habitants sont descendus dans la rue pour revendiquer leurs droits, c'est-à-dire un accès à une électricité fiable lorsque c'est nécessaire. En réponse, les forces de l'ordre ont été déployées et des gaz lacrymogènes ont été lancés pour les réprimer. Jusqu'à présent, aucune indication ne permet de savoir quand ces délestages incessants prendront fin, ni quand la population pourra bénéficier d'un accès à l'eau potable optimal. Aujourd'hui, on attribue le problème d'électricité à un manque d'eau, mais pendant la saison des pluies, les coupures seront justifiées par des dommages aux équipements, tels que les machines et les poteaux électriques. Les problèmes d'énergie, de protection sociale, de corruption, d'abus de pouvoir et d'instabilité qui ont conduit la commission épiscopale Justice et Paix à constater que de nombreuses personnes se sentent perdues actuellement, ne sachant plus où aller ni à qui se confier. Le pays est gravement malade. L'économie est en difficulté. Cela n'est plus un secret pour personne. La nation n'a pas de plan global permettant d'avoir une vision de tous les secteurs existants pour rebâtir les fibres de la production. Certes, des efforts ont été réalisés de la part des autorités comme la construction de routes à certains endroits, facilitant les déplacements et l'écoulement des récoltes même s'il existe encore de nombreuses routes endommagées et non réparées. Il y a aussi la construction d'infrastructures proches des populations comme des écoles, des hôpitaux, divers bureaux gouvernementaux, mais beaucoup d'entre elles sont à peine terminées et ne sont pas encore opérationnelles et fonctionnelles. Malgré tous ces efforts, nous constatons que les gens sont très pauvres, et que les choses ne cessent d'empirer. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus où aller, se confier, et sont déçus. Quand les responsables ne sont pas prêts à faire face à leurs devoirs, ne recherchent ni de solutions à long terme ni à court terme, ne sont pas prêts à améliorer la situation et ne regardent pas vers l'avenir. La vie est un vrai combat de tous les jours. Le coût de la vie continue d'augmenter, tandis que le pouvoir d'achat diminue jour après jour. Cette situation risque de s'aggraver avec l'arrivée de la saison des pluies et des cyclones, surtout que certaines régions n'ont toujours pas encore surmonté les séquelles des cyclones précédents. L'allocation de 4x4 aux députés manque de transparence et suscite des interrogations face aux problèmes actuels de la population, ont déclaré les politiciens. Les discussions autour de la demande d'allocation de ces véhicules par les députés pour exercer leurs fonctions continuent de préoccuper les observateurs. Les députés et les dirigeants devraient fournir des éclaircissements sur ce sujet. Ces 4x4 sont-ils offerts ou retirés des indemnités dont les députés devraient bénéficier? À l'heure actuelle, il n'y a aucune transparence concernant ces véhicules. Ce qui est préoccupant, c'est l'absence de transparence. Alors qu'il s'agit d'affaires nationales liées à la vie de la population, pourquoi ne pas en discuter clairement? Actuellement, de nombreuses rumeurs circulent sur le fait que ces véhicules seront payés par leur indemnité et d'autres évoquent des réunions à huis clos à ce sujet. Ce manque de transparence suscite l'inquiétude de la population. Je tiens à rappeler que ce mandat législatif
est particulier car il est un chef de l'opposition. Cependant, sa prise de responsabilité sur cette question n'est pas visible, tout comme celle des jeunes députés qui avaient promis d'initier le changement. Ce changement tant attendu est justement la transparence. Ce politicien a souligné qu'il n'y a pas de problème à acheter ces 4x4 avec les indemnités des députés. En revanche, cela devient inacceptable s'il s'agit de deniers publics, surtout compte tenu des difficultés que rencontre actuellement la population. Qui de la conscience des députés face aux problèmes actuels du peuple? Se battent-ils réellement pour les intérêts des citoyens ou sont-ils seulement préoccupés par la question des 4x4? La priorité devrait être le bien-être social de la population. Si les députés souhaitent acheter ces véhicules, ils disposent de leur salaire pour le faire. Et les citoyens n'ont aucun problème avec cela. Il s'agit de leur vie personnelle et de leurs droits. Cependant, il est inacceptable que des fonds publics soient dépensés pour des choses non prioritaires, comme les véhicules des députés, qui, je le dis, sont des tours, ne devraient pas être au cœur de nos préoccupations dans le contexte actuel. Cela pourrait même être perçu comme une forme de corruption pour des actes répréhensibles au sein de cette institution. Des questions se posent concernant l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, celle-ci est restée silencieuse face aux problèmes actuels des citoyens. Les députés devraient pourtant tirer la sonnette d'alarme et sommer les dirigeants à agir pour résoudre ces problèmes. Selon les indicateurs internationaux, Madagascar n'a pas enregistré d'amélioration significative dans la lutte contre la corruption. Tous les indicateurs sont dans le rouge, comme l'a souligné le rapport présenté aujourd'hui lors de l'exposé de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption à l'Assemblée nationale. Un des principaux défauts de la stratégie précédente était l'absence de loi protégeant les lanceurs d'alerte qui dénoncent la corruption. Il est donc impératif que les députés s'impliquent dans l'élaboration de nouvelles lois et l'amélioration de celles existantes. C'est une lutte difficile à laquelle chacun doit contribuer. Nous avons abordé le rôle de l'Assemblée nationale dans la lutte contre la corruption, qui inclut la réforme des lois existantes et l'adoption de nouvelles législations nécessaires. Je prends exemple de la protection des lanceurs d'alerte, qui nécessite une loi spécifique. Nous espérons vivement que le Parlement contribuera activement à cette initiative. De plus, l'Assemblée nationale doit assumer ses responsabilités en initiant les procédures de mise en accusation à l'encontre des hauts fonctionnaires impliqués dans des affaires de corruption dans le pays. L'Assemblée nationale détient un grand pouvoir, notamment celui d'initier la mise en accusation des hauts fonctionnaires qui ne peuvent être jugés que par la Haute Cour de justice. Si le mandat parlementaire de 5 ans s'écoule sans qu'aucune mise en accusation n'ait lieu, cela signifie que l'Assemblée nationale n'a pas rempli son rôle. Nous espérons voir des améliorations à cet égard l'année prochaine, car comme on le sait, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, ainsi que les chefs d'institution, y compris le président de la Haute Cour constitutionnelle, ne peuvent être jugés que devant la Haute Cour de justice. Il est également essentiel d'inclure dans la nouvelle stratégie nationale anticorruption la mise en place des rapports annuels. Cela permettra d'identifier les erreurs et d'identifier les systèmes qui ne font pas correctement leur travail, selon les explications. Le CIM, le syndicat des industries de Madagascar, demande l'application d'une politique fiscale intelligente. Dans la situation qui prévaut, les entreprises sont en difficulté. Il en est de même de l'État. Il est clair que les entreprises ne refusent pas de payer leurs impôts. Les entreprises sont prêtes à payer leurs impôts. Et c'est ce qu'on souligne à chaque fois qu'on est en train d'élaborer la loi des finances. Comment peut-on soutenir les entreprises pour qu'elles puissent mieux contribuer à l'escarcelle de l'État? Si on avait considéré nos suggestions pour appuyer les entreprises il y a quelques années, ni les entreprises, ni l'État ne se trouveraient dans la situation actuelle. Nous avons discuté avec les bailleurs de fonds, dont le FMI, d'une stratégie intelligente
car ce n'est pas ce que l'on paye aujourd'hui qui est important, mais plutôt comment préserver les entreprises pour qu'elles puissent mieux contribuer dans l'avenir. Au-delà des répercussions d'une pression fiscale trop importante sur le prix des produits sur le marché, elle risque aussi de pousser les entreprises hors du secteur formel. Si les entreprises, les industries payent de trop lourdes taxes, cela va impacter le prix de revient, donc le prix des produits aux consommateurs. Si le consommateur n'a pas les moyens d'acheter, il est clair que l'entreprise va être en faillite et peut fermer. Quand une entreprise ferme ou est fragilisée, il est clair que les recettes de l'État seront moindres. Le problème est que les entreprises déjà formelles vont rejoindre le secteur informel, car elles ne peuvent s'acquitter des impôts. Elles vont donc vendre sans facture, et c'est l'État qui ne percevra rien. C'est la situation qui prévaut actuellement. Certains préfèrent vendre sans les 20% de TVA. Si le CIM demande une amélioration de la perception des impôts, un élargissement de l'assiette fiscale figure dans les recommandations à moyen terme du FMI. Le problème des prix et de l'exportation de la vanille qui préoccupe les agriculteurs demeure irrésolu à ce jour. 4 ans après qu'Arjadzwil a annoncé la création d'une maison de la vanille à Atala, les travaux sont toujours en suspens. Alors que le précédent projet n'a pas encore abouti, l'implantation d'une maison de la vanille à Atan-Najiv, à la maison Jolabor d'Andoual, a été annoncée. Cette décision a suscité de vives réactions, notamment en provenance de la région Sava, où beaucoup estiment que les dirigeants cherchent à centraliser le pouvoir à Atan-Najiv. Des questions ont également été soulevées concernant l'objectif et la stratégie derrière cette initiative. Certains s'interrogent sur les motivations cachées et appellent les hauts responsables venant de la région Sava à défendre les intérêts locaux, en particulier ceux d'Antala, reconnue comme la capitale mondiale de la vanille. Aujourd'hui, le député de Sambave a déclaré que la maison de la vanille à Atan-Najiv serait destinée aux touristes. Maison de la vanille, La création d'une maison de la vanille à Antananarivo ne remet pas en cause celle d'Antala. Si des touristes se rendent ici, ils pourront découvrir des informations sur la vanille de la région. Bien que ce lieu soit appelé Maison de la vanille, il s'agit en réalité d'une exposition dédiée aux produits de la vanille, comprenant des photos illustrant la culture de la vanille et des échantillons de vanille. La Maison de la vanille à Antala va être mise en place, bien qu'elle ne soit pas encore achevée. Il y a déjà des structures préliminaires. L'achèvement de la maison de la vanille à Atala aurait dû être la priorité et les autorités auraient dû rechercher des partenaires si elles n'avaient pas les moyens de mener à bien les travaux, a souligné la société civile. Cette situation reflète non seulement une centralisation du pouvoir, mais aussi un manque de courage de la part du pouvoir exécutif pour s'attaquer aux problèmes à la racine. La vanille est en fait une maison, La mise en place d'une maison de la vanille devrait être envisagée dans les régions productrices de vanille afin de valoriser ces localités. La décentralisation implique que les bénéfices destinés aux régions ne doivent pas être concentrés au niveau national. Les acteurs régionaux souhaitent que ces initiatives soient mises en œuvre dans leur localité, ce qui permettrait de leur faire bénéficier des retombées économiques. De plus, les régions disposent de compétences qu'il convient de renforcer plutôt que de centraliser toutes les demandes à Antananarivo, ce qui nous met en difficulté dans les régions. Nous avons déjà constaté que les initiatives mises en place à Antananarivo, telles que la maison de produits, n'ont pas donné les résultats escomptés. Qualité dégradée, problème d'homologation et prix des produits inappropriés, tels sont les problèmes auxquels est confrontée la filière vanille. Les opérateurs de ce secteur attendent des solutions concrètes de la part des autorités et non la construction d'une maison de la vanille à Atan-Najivo.
24 personnes ont été arrêtées à Thomassen dans le cadre d'une affaire de carburant frelaté et ont été remises au parquet aujourd'hui. En leur possession, les autorités ont saisi 7 951 litres de gasoil et 11 410 litres d'essence frelatée. Parmi les suspects, 9 sont identifiés comme les responsables, tandis que les autres sont des employés. 4 voitures, 5 motos, 8 motopompes et 4 camions-citernes utilisés pour leurs activités ont également été confisqués. Leur méthode consiste à mélanger le carburant avec d'autres substances avant de le revendre sur le marché noir à des prix équivalents à ceux des stations-service. Selon les explications, cette activité se concentre principalement dans la région nord de Thomassen, où ils bénéficient déjà d'une solide coopération. Ils prennent du gazole, auquel ils ajoutent du pétrole, puis intègrent de l'acide sulfurique pour éliminer la teinte rouge de ce dernier. Le mélange obtenu est ensuite vendu aux détaillants. Cette pratique s'observe principalement dans la région nord de Thomassen, à Mananar, Marantit et Fenrivest. Les opérateurs siphonnent le carburant transporté dans des citernes ou achètent du gazole dans des stations-service pour le combiner avec le pétrole à des proportions similaires. Ces individus ont été arrêtés en flagrant délit à Tanandava Thomassen le 10 octobre dernier. L'Office malgache des hydrocarbures rappelle qu'il est crucial d'acheter du carburant uniquement auprès de revendeurs agréés pour éviter les dommages matériels causés par des produits illégaux. L'utilisation de carburant frelaté représente également une menace pour l'économie. La question se pose, où en est l'enquête concernant l'affaire du carburant frelaté à Thomassen survenue en 2019 ? Un incident similaire a eu lieu également en 2022 et les développements de cette affaire sont toujours attendus.